Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici les titres à développer pour ce 20h. Patrice Talon, sollicité pour briguer un second mandat, les Forces Unies pour le développement d'Abomey-Calavi suscitent sa candidature à l'élection présidentielle de 2021 à suivre l'appel lancé au chef de l'État dans cette édition. Le chantier de construction des logements économiques à Wedo tourne à plein régime. La métamorphose est perceptible dans cette zone de la commune d'Abomey-Calavi. Le constat de la rédaction dans ce journal. La culture du coton au Bénin de 1960 à nos jours, que disent les chiffres, à suivre les grands moments de cette filière locomotive de l'économie béninoise. Bonsoir et merci de votre attention. Et on ouvre ce journal par la santé. Atteint du coronavirus, mais guéri, le numéro 1 des Tidjania au Bénin devient désormais le témoin vivant des plus sceptiques. Moutala Mohamedou, du nom du cheikh Gounou, recouvre sa santé après son passage à Alada, au centre de prise en charge. Relate ici les circonstances de ce combat douloureux, tout en invitant au respect strict des mesures barrières. Koudou Sablaï. Souvenir douloureux du combat féroce entre Cheikh Gounou et coronavirus. Le virus attaqua en premier, se fit discret, pensant pouvoir tromper la vigilance de l'ennemi, plus averti. Je me suis rendu chez le médecin à Porto Novo, après avoir ressenti une simple fatigue. Les choses se sont ensuite aggravées chez le médecin. Et c'est à l'aide d'un fauteuil roulant qu'on me transporte à la salle de soins où on me place un assistant respirateur. Simple fatigue qui conduit le cheikh sur le lit de l'hôpital à Porto Novo chez son médecin traitant. Les premières analyses dévoilent le visage monstrueux de l'ennemi coronavirus. Après les analyses, le médecin m'informe que je suis atteint du coronavirus. Je leur ai demandé ce qu'il faut faire. Et c'est le médecin qui me dit qu'on doit me transférer à Alada, au centre de prise en charge. Et je leur ai demandé d'aller vite. Très vite, la riposte est mise en place et s'engage alors un combat sans merci entre le cheikh Gounou et la Covid-19 à Alada, au centre de prise en charge. À Alada, j'ai vu des hommes de tout blanc vêtus. On croirait des anges. Ils se sont approchés de moi et m'ont souhaité la bienvenue. Et ils m'ont dit, Aladi, on va bien s'occuper de vous. Je leur ai répondu merci. Ils m'ont ensuite installé sur le lit et c'était difficile pour moi de me lever. Dans ce combat difficile sur le ring du centre de prise en charge entre coronavirus et Cheikh Gounou, le mérite d'une armée est salué. Le gouvernement, en l'occurrence le ministre de la Santé et son chef Patrice Talon.
Ce n'est pas pour moi que le ministre s'était déplacé. Il remplissait son devoir. C'est la preuve du dévouement de ce ministre pour les malades. Et c'est ce qui me surprend avec ce gouvernement. Le travail bien fait. Le ministre s'était rendu dans la salle où j'étais. C'était surprenant. Je ne l'avais même pas remarqué. C'est l'un de ses collaborateurs qui m'informe de sa présence. Pour moi, cette maladie est comme une mission dont j'ai été investi par Allah. Il a voulu que j'aille témoigner afin que je serve de relais pour mes autres frères béninois et surtout ceux de la communauté musulmane. Après une quinzaine de jours de souffrance, le Cheikh Gounou retrouve les siens avec en mémoire le message pour la communauté musulmane que lui porte Allah à travers ce virus, surtout pour les plus sceptiques. Je voudrais témoigner ici que le coronavirus existe. Respectons les recommandations du gouvernement. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et autres gestes barrières. Respectons ces recommandations. Le Cheikh Gounou, grâce à la qualité de prise en charge, est guéri de la maladie à coronavirus et en bon mamétan, il renforce sa fidélité à Allah, le Tout-Puissant, et reste davantage vigilant quant à l'observance des gestes barrières. La Covid-19 est une réalité, ne la banalisons pas. C'est en substance le message d'exhortation du président de Caritas Bénin aux Béninois. Un message qu'il a adressé au terme de la cérémonie de lancement du mini-projet Covid-19 à Porte-Nouveau, suivant Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porte-Nouveau. Nous traversons une crise qui impacte toutes nos activités, toutes nos personnes. Et nous pouvons avoir la garantie que la Covid-19 est une réalité. Et nous n'avons pas intérêt à banaliser cette réalité-là. Nous ne devons pas baisser la garde. Et je crois que c'est ce qui devrait être notre leitmotiv, ne pas baisser la garde. Et ce ne sont pas seulement ceux qui habitent les grandes villes qui sont impactés par ce fléau. Et tous ceux qui habitent aussi la campagne, les villages, les milieux ruraux, ils ont été impactés, ils ont contracté la maladie. Alors, il se fait que la désinvolture, le manque d'intérêt pour la cause commune de certains d'entre nous est en train de coûter la vie, vraiment, à beaucoup d'entre nous. Et nous avons des conséquences comme ces pertes en vies humaines et qui coûtent à notre nation. Alors, j'estime que nous sommes à un tournant décisif dans la construction de notre pays et de notre nation. Et nous avons plus que jamais besoin de tous les fils et filles de ce pays pour, je dirais, construire notre nation. Et nous pouvons estimer que un seul mort, c'est déjà un mort de trop. Et nous avons des raisons de lutter pour arrêter ce fléau, pour limiter au maximum les effets dévastateurs de cette pandémie. Et cela n'est possible que si nous respectons les consignes qui nous sont adressées, qui nous sont données pour la préservation de nos vies. Et c'est pour cela que j'invite vraiment tout le peuple béninois, tous les hommes et femmes de bonne volonté, quels qu'ils soient, à poursuivre l'observance stricte des mesures barrières que nous connaissons. Et cela doit pouvoir se faire en tout lieu et à tout moment. Et nous pouvons estimer que tout relâchement à ce niveau-là est préjudiciable à notre vivre ensemble. Et on reste avec Caritas Bénin, avec cette remise de dispositifs de lavage de mains, mais aussi des vivres aux populations, un engagement à soutenir les populations et à surtout les sensibiliser autour donc de la Covid-19. Brice Rombord et Guillaume Avienne. 120 dispositifs de lavage de mains à mettre en place dans les principaux marchés et autres lieux de grand rassemblement des communes de l'Atlantique et de l'Ouémé. Cela pour promouvoir l'hygiène et la désinfection des mains
pour limiter l'expansion de la Covid-19. À cela, il faut ajouter la distribution de ces vivres à 500 ménages très pauvres fragilisés par la restriction de mobilité imposée par le gouvernement au sein de l'ex-cordon sanitaire à la faveur de la riposte contre la maladie tout au début de sa propagation au Bénin. Un ensemble de 5 grandes actions initiées par Caritas Bénin au profit des populations des communes de l'ex-cordon sanitaire, dont les communes d'Avran, Koudakro, Misrété et des Agégués. L'organisation lance en fait officiellement les activités de son mini-projet pour la riposte à la Covid-19 en soutien aux efforts gouvernementaux. Un mini-projet financé par le Fonds Covid-19 de Caritas International à la demande du pape François, convaincu de son appui sur le Christ pour trouver des solutions aux maux humains. Conçu pour être un signe visible de solidarité de l'Église universelle, ce fonds est destiné à aider les Caritas locales aux côtés de leur population à contenir la propagation de la pandémie à travers différentes activités de prévention, avec une attention particulière sur la pandémie sociale aux conséquences dévastatrices. Il est plus que jamais important de continuer à assurer des services vitaux comme ceux qui sont fournis par Caritas malgré la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement reconnaissant envers Caritas Bénin insiste sur la sensibilisation pour aider tout le pays à traverser ce moment qualifié d'ultime. Il est heureux de noter l'élan de solidarité et de mobilisation observé dans notre pays face à l'épreuve de cette crise sanitaire. Je voudrais donc féliciter et encourager la conférence épiscopale du Bénin à travers Caritas Bénin, à l'instar de plusieurs autres organisations, pour ces belles initiatives prises aux côtés du gouvernement dans ses efforts contre cette crise. Caritas Bénin, grâce aux fonds mobilisés pour soutenir localement l'exécutif, annonce d'autres actions futures sous peu à entreprendre pour freiner la propagation de la pandémie. Politique à présent, Patrice Talon doit être candidat à un second mandat à la tête de notre pays. C'est du moins le credo des Forces Unies pour le développement. Ce Creuset estime que le chef de l'État a un bon bilan, a donné des signaux forts sur le terrain de la gouvernance, la lutte contre la corruption et des réformes politiques et qu'il doit pouvoir parachever son œuvre. C'est ce qu'a affirmé ce week-end le représentant de ce credo au cours d'une séance à Abomey-Calavi. Le NEC à Bazaou. À Abomey-Calavi, la jeunesse se mobilise pour la réélection du président Patrice Talon en 2021. Réunis au sein du Creuset dénommé Force Unie pour le développement d'Abomey-Calavi, ces jeunes soutiens indéfectibles du chef de l'État pensent qu'au regard des nombreuses réalisations à l'actif du PAG, il faut un second mandat pour l'actuel président de la République. Force Unie pour le développement d'Abomey-Calavi suscite sa relation pour les élections présidentielles 2021. Nous suscitons la relation du président Patrice Talon parce que les œuvres qu'il a entamées sont énormes. La jeunesse, à travers les Forces Unies pour le développement d'Abomey-Calavi, doit l'accompagner. Pourquoi le faire partie? Non. Nous suscitons encore sa réélection. Nous suscitons encore sa réélection de telle manière qu'il puisse finir son programme d'action du gouvernement avec les réformes aujourd'hui et les diverses réalisations un peu partout dans le pays. Le Bénin s'est retrouvé sur la bonne voie. Quand on entend criette, paf, on se ressaisit. Les Forces Unies pour le développement d'Abomey-Calavi scandent haut et fort que Patrice Talon est le meilleur choix pour 2021. Cette décision est à la fois le résultat d'une analyse profonde de l'environnement politique national, sous-régional, africain et international. Mais aussi celui de nombreuses et diverses concertations et consultations éclairées, nourries par notre ferme volonté d'œuvrer pour la paix et la stabilité au Bénin. La candidature de Patrice Talon est suscitée pour 2021 et les Forces Unies pour le développement d'Abomey-Calavi ne rêvent que d'une seule chose,
sont oui. Sur le site de Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'évolution des travaux liés à la construction des logements économiques est rassurante. Une de nos équipes s'est rendue sur place et voici le reportage. Commune d'Abomey-Calavi, quartier Wedo. Sur ce site de 250 hectares est lancé l'ambitieux projet de construction de logements sociaux et économiques. Les travaux sont réalisés en 4 lots. Depuis février 2019, Colas s'occupe du premier lot. Entre autres, des fouilles allant jusqu'à 13 mètres de profondeur sont réalisées et pour lesquelles des engins lourds ont dû être déployés. Dans le lot, nous avons réalisé ici environ une dizaine de kilomètres de voirie et 21 km environ de caniveaux pour assainir tout le site. Nous avons au total 5 rues, 4 rues qui ceinturent tout le domaine et une rue principale qui donne accès au site qui va abriter les logements sociaux. C'est des voies de 7 mètres de large, de 2 fois une voie. Nous avons une structure de chaussée de 45 cm constituée d'une couche de fondation en matériaux, en sable silteux cru. Nous avons 20 cm de couche de base en sable silteux mais stabilisé au ciment. Et en plus de ça, nous avons 5 cm de bébé par-dessus. Mais pour la rue centrale, les 45 cm de structure sont composés en 15 cm de couche de silteux cru, 15 cm de couche de silteux stabilisé au ciment. Et nous avons une couche de liaison en gras bitume de 10 cm. Et par-dessus, nous avons une couche de roulement de 5 cm de bébé. Dans cette cité en devenir, tout est souterrain. Plusieurs sections de caniveaux sur 21 km au total, allant de 70 cm par 70 cm jusqu'à 2,50 m par 2,50 m sont prévus. Pour tout le projet, nous avons eu à mettre en œuvre 40 000 m3 de béton. Comme fouille pour tout le projet, je vous dis, en terrassement, nous avons eu près de 500 000 m3 de terrassement à faire. C'est vrai, on n'a pas beaucoup d'enrobés. On a seulement 32 000 tonnes d'enrobés à mettre en œuvre et environ 73 000 m2 de pavés. Après plus de 500 jours de travaux sans accident, la section hygiène, sécurité, environnement se félicite de la remontée permanente des situations par les collaborateurs. Nous avons un canevas de remontée d'informations et l'ensemble des travailleurs qui interviennent sur le chantier, que ce soit des presses accidents, des situations dangereuses, que de bonnes actions, ils essaient de faire une remontée qui derrière nous permet de les analyser, de trouver ce qui n'a pas été bien. À travers ces retours d'expérience, on essaie de mettre d'autres plans d'action en place. C'est aussi le check des audits répétitifs du chantier, des audits HSE bien sûr du chantier, qui nous permet de voir ce qui n'a pas marché, de ce qui a marché. La direction du chantier, de mettre des plans d'action et de gérer les choses au mieux. En total, nous avons eu à mobiliser près de 300 collaborateurs pour le direct Colas pour ces travaux. C'est plus d'une vingtaine de sous-traitants qui ont aussi derrière pu mobiliser près de 400 travailleurs. Donc au total sur le chantier, près de 800 personnes ont eu à été mobilisées pour le chantier. Et c'est fier de le dire, tous ces collaborateurs par rapport à ce délai, par rapport à ces travaux, sans zéro accident, c'est plus qu'un challenge, un challenge toujours au quotidien que nous essayons de tenir. Les 3 autres lots concernent l'électricité, la réalisation de forages et les télécoms. Après la phase 1, la voirie primaire, la phase 2 sera consacrée à la construction des bâtiments sur 60 hectares. Les dernières démarches à l'endroit des PAP, personnes affectées par le projet, sont en cours. Dans quelques mois, Wedo sera totalement transfiguré. Par cette ville en pleine construction, la qualité et le standing imprimé sont symptomatiques de la grandeur de l'ambition nourrie par Patrice Talon pour le Bénin. Les députés viennent d'adopter un texte de loi modifiant, complétant les dispositions du Code de procédure pénale dans le but d'offrir à l'État un instrument juridique plus performant contre la piraterie maritime. Guillaume Avienon. Un texte de loi qui vient combler un vide juridique qualifié de grand autour de la répression des actes de piraterie au large des côtes béninoises. Le document, une proposition de loi regroupant 3 anciens textes modifiés et complétés, la nouvelle loi qui actualise les dispositions du Code de procédure pénale
renforce les prérogatives des forces navales en ce qui concerne la sécurité et la sûreté de la navigation sur les eaux du Bénin. Il propose également des mécanismes de répression suffisamment dissuasifs en remplacement des tests existants jusque-là qui semblent peu opérationnels. Les commissaires ont estimé que la proposition de loi est très pertinente, notamment au regard des vides juridiques constatés dans la législation relative à la répression des infractions en matière maritime. Toutefois, ils ont exprimé des préoccupations relatives à l'élargissement des délais de prescription des infractions et à l'évocation de façon expresse de la criette dans la loi. La loi portant modification de la loi du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2016, modifiant et complétant la loi du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Cette loi que le Parlement vient d'adopter offre au pays des instruments juridiques pour faire face de façon adéquate à un phénomène qui cause de graves préjudices à l'économie béninoise et de celle des pays concernés de l'Afrique de l'Ouest. Quand un pays côtier comme le Bénin n'a pas un texte interne complet qui peut appréhender la piraterie, parce que la piraterie, c'est une infraction spéciale qui se conçoit qu'en haute mer, dans la mer intérieure, ça devient une autre infraction. Et quand on prend les pirates, il y a plusieurs points de rattachement pour déterminer la compétence juridictionnelle en vue de la répression. Le Bénin seul ne pourra pas faire face. Nous aurions beau nous doter d'arsenal juridique, nous devons renforcer notre marine militaire et nous devons aussi renforcer nos institutions au niveau de l'UEMOA ou bien de la CEDEAO. Il y a eu des rencontres à échelle régionale où les chefs d'état-major des armées se réunissent pour se prononcer par rapport à ce genre de situation. Au regard de la montée en puissance des actes de piraterie dans les eaux du golfe de Guinée, les autorités au plus haut niveau de la sécurité des pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de prendre le taureau par les cornes. L'exécutif estime donc travailler à rendre les côtes béninoises plus sûres et mieux sécurisées. Pour joindre l'acte à la parole, outre les dispositifs législatifs, le gouvernement annonce avoir conclu récemment avec une institution étrangère spécialisée une convention destinée à la surveillance de nos côtes en appui aux forces navales béninoises. Du matériel à cet effet est en cours d'acquisition. Il est le premier produit d'exportation du Bénin depuis une trentaine d'années, une filière qui a connu une évolution en dents de scie. Le coton béninois, des indépendances à nos jours, que disent les statistiques? La lecture des chiffres coton avec William Tchoké. Au départ, elle était une filière coloniale, produit du coton pour faire tourner les usines de l'Hexagone. À l'indépendance, en 1960, la gestion est reprise par l'État béninois, mais le coton n'était pas une filière phare et d'exportation du Bénin. En 1975, avec la création de la Société nationale de commercialisation et d'exportation du Bénin, devenue en 1983 la Société nationale de la promotion agricole, la production et la vente des produits dérivés du coton vont prendre de l'envol. Mais en 1987, une première crise cotonnière caractérisée par une surproduction nationale, 132 000 tonnes de coton-graines pour la campagne 1986-1987, une production qui a dépassé les capacités de grainage de l'ensemble des usines, une crise qui a secoué la filière cotonnière béninoise et qui devait en même temps faire face à la suppression des subventions sur les intrants agricoles dont bénéficiaient les producteurs à travers les cartes d'air. Dans les années 90, la filière coton va retrouver son souffle avec des productions records, près de 350 000 tonnes pour la campagne 95-96, 359 000 tonnes pour la campagne 97-98. En 2005,
La production va dépasser les 400 000 tonnes. Il y a eu entre-temps la création de l'AIC, l'association interprofessionnelle du coton, qui va perdre son monopole en 2006. Très tôt, on sentira une descente aux enfers. Les statistiques vont chuter pour atteindre 135 000 tonnes à la campagne agricole 2010-2011, et ce, malgré le fort soutien du gouvernement, des milliards de francs engloutis dans la filière. En 2016, avec l'avènement de la rupture, les réformes vont toucher les secteurs, des réformes qui redonnent la gestion à l'AIC et aux cotonculteurs. On a réhabilité l'association interprofessionnelle du coton. Les familles de l'interprofession ont été réveillées. Nous avons fait un travail de façon inclusive pour créer un conseil national de transition en mettant ensemble tous les anciens présidents de la Fédération des producteurs de coton, de sorte qu'il n'y ait pas un groupe qui ait gouverné les producteurs de coton à un moment donné qu'on ait mis de côté. C'est ceux qui connaissent, qui sont aujourd'hui sur le terrain. C'est important de rappeler que les résultats obtenus ces 3 dernières campagnes, du point de vue production et du point de vue rentabilité, relèvent d'un certain nombre de technologies, notamment les intrants dans leur globalité. Et le premier intrant que représentent les semences ont eu une part très importante dans ces résultats que nous avons observés ces 3 dernières campagnes. En ce sens que l'association, à travers son bras technique, la recherche coton et fibres, a essayé de trouver des variétés à haute potentialité et des variétés régionalisées qui ont épousé les terroirs sur lesquels on les produit. Et très vite, les fruits ont tenu la promesse des fleurs, plus de 450 000 tonnes pour la campagne 2016-2017, puis c'est parti pour atteindre plus de 600 000 tonnes en 2017. Cette année, nous faisons 700 000 tonnes, nous sommes presque certains d'atteindre les 700 000 tonnes, mais campagne 2019-2020, ce sera 850 000 tonnes. Et la campagne 2020-2021, nous allons présenter au président Talon un chèque d'1 million de tonnes qui nous met en pointe, en première ligne par rapport à tous les pays de l'UEMOA. Et notre secret est simple, c'est la fidélité, l'efficacité et la rapidité de réaction. Des rendements qui vont hisser le Bénin sur le trône de l'Afrique, premier producteur de l'or blanc de l'Afrique avec plus de 700 000 tonnes en 2019. Le Bénin inscrit son nom dans le Guinness des records de meilleure production de l'or blanc et il entend garder encore longtemps ce flambeau. Et à l'occasion des 60 ans d'indépendance du Bénin, le groupe Canal+ a eu un mot, du moins un sentiment de générosité vis-à-vis de ses abonnés en revoyant à la baisse ses prix. C'est un élément suivi pour nous par Robert Edor Copin. Canal+ baisse le prix de son décodeur à l'occasion des 60 ans d'indépendance du Bénin. Le prix de notre matériel baisse, une division par 2, puisque nous passons de 10 000 francs CFA à 5 000 francs CFA en l'honneur du 60e de l'indépendance du Bénin, pour permettre à tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés de pouvoir s'abonner à Canal+ et de pouvoir profiter des images. Nous invitons tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à profiter de cette occasion pour venir prendre ce décodeur. Et tous ceux qui auraient également des anciens décodeurs qui voudraient changer leur ancien décodeur, profitez-en, profitez de cette promotion pour changer votre ancien décodeur également. Pour faire preuve de générosité, le groupe Canal+ Bénin offre à ses abonnés pendant tout le week-end de l'indépendance toutes les chaînes de la formule Tout Canal+ avec un abonnement actif. Nous offrons le week-end du 1er août et du 2 août, donc le samedi et le dimanche, l'intégralité de nos chaînes, soit Tout Canal+, à tous nos abonnés actifs, quelle que soit la formule, que vous soyez Access, Évasion, peu importe. Vous aurez droit à Tout Canal+, tout le week-end, de manière à pouvoir passer un week-end de divertissement, de plaisir devant la télé, en famille ou entre amis, et puis surtout découvrir des nouvelles chaînes que vous n'aviez pas forcément l'occasion de connaître. Donc on espère que ce cadeau fera plaisir aux Béninois. Donc n'hésitez pas à vous réabonner pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, pour en profiter et de le faire le plus vite possible, puisqu'avec la Tabaski
la fête de l'indépendance, certaines boutiques pourraient être éventuellement fermées. En plus, si vous vous abonnez en avance, vous avez des chaînes en bonus pendant 7 jours. Donc vraiment, tout est fait pour qu'on vous permette de passer le meilleur des week-ends de l'indépendance. Et donc je souhaite en mon nom, au nom de mes équipes, une très bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois, beaucoup de plaisir et puis un bon week-end de retrouvailles. Cette nouvelle offre de Canal+ est déjà disponible dans toutes les boutiques agréées afin de ne pas faire rater aux fidèles abonnés l'exceptionnelle programmation du mois d'août, surtout avec le retour de la Ligue des Champions. L'administrateur provisoire de la Caisse du mouvement mutualiste béninois CMBB est en fin de mission. Après 2 ans d'activité, l'institution organise simultanément 2 assemblées générales, l'une extraordinaire pour examiner et adopter les nouveaux tests et l'autre ordinaire pour élire les membres des organes dirigeants. Marcel Rossi pour le compte-rendu. Vous êtes suivi de très près par le ministre de l'économie et des finances. Sous administration provisoire depuis le 25 mai 2018, la CMMB, Caisse du mouvement mutualiste béninois, va bientôt être restituée à ses réels propriétaires. Voici l'Assemblée générale qui pourrait aboutir à cette réalité. Le conflit entre dirigeants ayant débouché sur une crise de gouvernance avait conduit le ministre de l'économie et des finances, il y a 2 ans, à décider de l'administration provisoire. De cette Assemblée générale sortiront les nouveaux organes qui vont conduire les affaires de l'institution. Je ne doute point que vous mesurez individuellement et collectivement les responsabilités qui sont les vôtres. Car le secteur de la microfinance est en proie depuis quelque temps à des mutations profondes. Il est attendu une renaissance de la CMMB. Certes, elle existe déjà, mais l'institution devra ranger le passé et entamer en termes de gouvernance une nouvelle phase de sa vie pour faire efficacement face aux défis du temps. J'ose, au nom des partenaires techniques et financiers de la CMMB, vous rassurer que nous allons continuer à apporter notre appui. Si l'administration provisoire n'était qu'une parenthèse, elle aura quand même permis de révéler que la CMMB a toujours du potentiel. L'administrateur, au bout de 2 ans, en a eu les preuves. Le personnel de la CMMB a montré qu'il est capable d'apporter des réponses aux défis et enjeux de l'institution. Ensuite, de nouveaux outils et approches de travail sont conçus, expérimentés et ont produit des résultats encourageants. Enfin, les dispositifs d'encadrement et de régulation du secteur et la disponibilité des partenaires techniques et financiers sont des atouts précieux sur lesquels la CMMB peut compter pour bâtir son rêve d'être un système financier décentralisé performant. Au 31 décembre 2019, le total bilan de la CMMB affiche un montant d'1,598 milliard de francs CFA contre 1,383 milliard en 2018. La pandémie de coronavirus rythme toujours l'actualité internationale, même si elle n'empêche plus systématiquement les partis politiques, notamment d'opposition sur le continent africain, de préparer l'avenir. Nous le verrons au cours de cette compilation dans laquelle James William Baguidi nous annonce également que le chef Raoni est sorti d'hôpital et que le consulat américain de Chengdu s'apprête à fermer. C'est tout un rituel qui a consacré ce 25 juillet 2020 au Congrès de l'Union pour le progrès et le changement la candidature de l'opposant Zéphirin Diabré à la présidentielle de novembre prochain au Burkina Faso. C'est devant 5000 militants et les cadres du parti, respectant approximativement les mesures anti-Covid, que celui qui a été battu par Roch Marc Christian Kaboré il y a environ 5 ans se relance dans la course. L'élection présidentielle de novembre 2020, maire de toutes les batailles pour l'avenir de la patrie, devant Dieu et en témoin de la nation entière, avec vous,
sympathisants de l'UPC, tous ici rassemblés dans notre tanière commune, en ce jour béni pour le parti du Lion, jure solennellement ici et maintenant de m'investir en votre nom, corps et âme, dans ce combat pour la renaissance du Burkina Faso. Convaincu que le bilan jugé désastreux du président sortant plaide en faveur d'une volonté populaire d'alternance, Zéphirin Diabré croit fermement en ses chances. Parmi les autres candidats déjà déclarés, 2 poids lourds lui feront face. Edi Komboigo du CDP, parti de l'ancien président Blaise Compaoré, exclu de la course en 2015, et bien sûr le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré. Scénario identique en République centrafricaine où la présidentielle prévue pour décembre 2020 suscite déjà des appétits. C'est notamment l'ancien président François Bozizé qui a été là aussi choisi par les militants de son parti, le Kwanakwa, pour postuler aux plus hautes fonctions de l'État, près de 7 années après en avoir été chassé par la rébellion Séléka, alors dirigée par Michel Djotodia. J'accepte solennellement la mission que vous me confiez, a déclaré le leader du Kwanakwa dans une allocution retransmise en direct sur Facebook au sortir du congrès du parti. François Bozizé, que l'on voit ici saluer la foule en décembre 2019, est rentré d'un exil de 6 ans en Ouganda et devra faire face à la mobilisation des partisans du président sortant Faustin Archange Touadéra, qui, s'il n'a pas encore annoncé son intention de se succéder à lui-même, nourrit des ambitions non feintes en la matière. Au Brésil, Jair Bolsonaro peut de nouveau pavoiser dans les rues au contact de ses partisans. Le président brésilien ne s'en est d'ailleurs pas privé dès que les résultats d'un 4e test au coronavirus qu'il a effectué se sont avérés négatifs. Guéri donc 18 jours après avoir contracté la maladie, Jair Bolsonaro, qui arbore néanmoins le masque, partage de nouveau de la promiscuité avec ses admirateurs qui, comme lui, sont convaincus de l'innocuité du SARS-CoV-2. Pendant ce temps, toujours au Brésil, un des plus farouches détracteurs du chef de l'État est sorti d'hôpital. Raoni, 90 ans, chef de la tribu Kayapo, est mondialement connu pour son engagement en faveur du climat et contre la déforestation, a été autorisé à rejoindre son domicile après avoir été soigné, non pour le coronavirus, mais des problèmes gastriques et intestinaux. Raoni a tenu à adresser ses remerciements au personnel soignant, mais aussi aux personnes qui, de par le monde, lui ont témoigné leur soutien au cours de cette épreuve. Enfin, quelques jours seulement après le consulat chinois de Houston aux États-Unis, c'est sous bonne surveillance policière que le balai des départs du consulat américain de Chengdu en Chine a commencé. La fermeture de la représentation diplomatique américaine fait suite en toute réciprocité à celle du consulat chinois de Houston, considéré par l'administration Trump comme un véritable nid d'espions. Outre leur ambassade à Pékin, les États-Unis disposaient de 5 consulats en Chine, dont celui de Chengdu, qui couvrait entre autres la région du Tibet. Malgré cette fermeture, les relations diplomatiques entre les deux puissances, bien que malmenées, ne sont pas pour autant rompues. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.
Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.